Nouvelle fracture sociale, donc, dont on n'avait pas forcément conscience. Un récent sondage initié par la presse sociale française nous annonce qu'il y aurait 11 millions de Français qui sont un peu perdus comme ça, victimes d'illectronisme, l'illettrisme du numérique. Et donc ça peut réellement poser des problèmes pour ceux qui cherchent à se rétablir. Est-ce que vous avez été confronté à des personnes qui galèrent ? En fait, c'est pas forcément des personnes qui galèrent au niveau numérique, ça peut être des personnes qui arrivent à communiquer par Twitter, mais par contre à comprendre le fonctionnement de la plateforme de la caisse d'allocation familiale, voilà. C'est juste trop compliqué. Ou même genre, de comment est-ce qu'on met quelque chose en pièce jointe dans un mail, enfin, ça peut être des choses comme ça. Enfin, ce que je trouve intéressant, bon, c'est un mini-lien, mais sur la force des réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelqu'un qui va dire, ça peut être sur Twitter ou par message avec des personnes, moi je suis OK pour envoyer des mails si vous voulez, moi je suis à l'aise pour appeler au téléphone, je sais comment marche le site de Pôle emploi, enfin, et donc du coup, y en a un qui va faire tous les trucs de Pôle emploi pour je sais pas, 5 personnes, l'autre qui passe les coups de fil. Et donc ça c'est intéressant aussi, je trouve. L'entraide. Enfin, l'entraide par les réseaux sociaux, si c'est le reste des choses administratives et ainsi de suite qui est compliqué à gérer. Ouais, l'entraide face à l'abandonnisme. Donc on s'est adapté en fait en permanence, c'est-à-dire il y avait les personnes au plus grand nombre en fait, au plus grand avec qui on communiquait sur les réseaux sociaux, les personnes qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux par choix ou par effectivement manque de connaissances, pas l'envie, avec qui on correspondait par mail ou par téléphone ou par courrier postal aussi, et on essayait de toujours donner le même niveau d'information à l'ensemble des personnes sans faire de distinguo. Donc après c'est sûr que sur les réseaux sociaux il y a l'intérêt de l'instantanéité comme je le disais tout à l'heure, donc ça permet de pouvoir donner de l'information en temps réel dès qu'on l'obtient, de pouvoir réagir très vite, mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a des gens effectivement à qui ça demande un effort de compréhension, même moi il y a des fois où je suis perdue, notamment sur ce que je disais sur la mémoire, le fait que les choses descendent et que les gens ne savent pas forcément rechercher, et puis mais il y a cette espèce de solidarité aussi qui se met en place entre les personnes. Moi, je trouve, moi j'ai vu quand même pas mal de personnes aider d'autres personnes à essayer de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Moi, j'avais un papa, par exemple, qui avait perdu son fils au Bataclan, qui passait ses journées à m'engueuler. Mais à m'engueuler très fort. Donc à chaque fois qu'il me parlait, il écrivait, puis c'était très virulent. Puis un jour, en fait, quelqu'un lui a dit, mais dis-moi, t'aurais pas ta touche majuscule qui serait enfoncée par hasard? Et effectivement, donc moi j'avais l'impression qu'il me gueulait dessus en permanence. En fait, il écrivait en majuscule, mais parce que sa touche cap lock était bloquée, quoi. Et donc du coup, quelqu'un lui a dit, alors voilà, pour la débloquer, il faut que tu fasses ça, 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 et hop. Et là, on a pu recommencer à parler normalement, quoi. Mais donc du coup, il y a effectivement aussi le problème de la compréhension humaine, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué pour les personnes qui peuvent être émotionnellement très sensibles ou quoi que ce soit, parce que il y a cette espèce de côté brut de décoffrage où on va pas forcément prendre des pincettes, où les gens se permettent aussi de dire des choses qu'ils diraient pas dans la vie réelle. Moi, j'ai vu des gens se disputer de façon très virulente et voir des victimes dire à d'autres victimes, j'aurais préféré que tu laisses ta peau plutôt qu'une autre personne, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. Donc il y a effectivement une fracture numérique, je pense, mais qui est en train peut-être de se remettre en place parce que je crois qu'on est en train de se rendre compte que l'humain remplacera jamais de toute façon ce besoin-là, quoi. Nous, on l'a vu, les gens avaient quand même besoin de se retrouver. C'était l'occasion des commémorations, par exemple, où dès qu'on organisait une AG, on avait des gens qui venaient de la France entière, du monde entier, parce qu'il y a ce besoin d'être ensemble, de se toucher, de pouvoir se serrer fort dans les bras, et ça, le numérique ne pourra jamais le remplacer. Si je peux juste rajouter, j'étais en train de penser à ça, qu'en fait, en réunion narcotique anonyme, quand on accueille un nouveau, alors c'est pas toujours facile à accueillir pour le nouveau, c'est le fait de lui faire une accolade de bienvenue, un hug. Et c'est vrai que là, on parle des outils informatiques et tout ça, mais la base à Narcotique Anonyme, c'est quand même de se réunir, de se voir, d'être dans une salle avec d'autres gens.
Et évidemment que c'est précieux, voilà, quand on peut pas le faire. Mais bon, la base, c'est quand même de se réunir physiquement avec des gens. Donc voilà, moi sur le sujet de fracture, je sais pas quoi, numérique, je sais pas trop quoi dire. Moi je pensais à un exemple d'un nouveau à qui, parce que je vois des nouveaux en réunion, ça m'aide moi à rester abstinent, de transmettre le message et tout ça. Et des fois, je bataille à leur répéter qu'on peut faire des réunions par téléphone, que des fois, mettre Skype sur un smartphone, c'est compliqué hein, pour pas mal de gens, parce qu'on a les gens qui arrivent en réunion, ils ont un problème de drogue, donc ils sont pas en possession de tous leurs moyens, on va dire. Et voilà, donc ça reste compliqué. Bon, il y a des gens pour qui ça va être très, très facile. Comme Caroline, vous soulignez que c'est l'humain prime quand même. Hein. Excusez-moi pour ajouter que la grande majorité des gens en narcotiques anonymes, ils viennent d'une situation d'isolement, de souffrance. Ils viennent pas en réunion parce que ça se passe bien dans leur consommation de drogue. Et ils ont besoin de se réunir, voilà, s'entraider à rester abstinent. C'est tout simple. Si je veux continuer à consommer des drogues, je reste avec des gens qui vont m'apporter des plants, de la drogue, de l'argent, je sais pas quoi. Et si je veux arrêter de consommer, je vais me réunir avec des gens qui sont dans la même dynamique. Et le faire que derrière un ordinateur, c'est compliqué. Il y en a peut-être qui arrivent, mais bon, c'est un outil en plus, quoi. Et quand Narcotique Anonyme et Alcoolique Anonyme, puisqu'on a repris la même méthode, et c'est d'ailleurs narcotique au sens de tout produit modifiant le comportement, dont l'alcool, hein, c'est vraiment tous les produits. Quand ça a été créé, c'est 1930, les Alcooliques Anonymes, Narcotique Anonyme, c'est 1953, si je ne me trompe pas, à peu près. Et il n'y avait pas tout ça, et voilà, et du coup, ils ont mis en place des traditions, des étapes, et aujourd'hui, on s'appuie toujours sur ce même truc-là, et malgré l'évolution technologique et tout, et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Bon, on essaie de ne pas se perdre, parce qu'on peut se perdre. Hein. En tant que dépendant, on se perd dans beaucoup de choses. Hein. Derrière les écrans, on peut se perdre dans autre chose que les drogues, et voilà, quoi. Les écrans, c'est une addiction potentielle de plus. Effectivement, ouais. On a parlé de nomophobie, justement. Par rapport notamment aux narcotiques anonymes ou alcooliques anonymes, ce qui est intéressant quand on a accès au numérique, c'est de pouvoir faire des recherches sur Internet en tapant le produit sur lequel on peut être dépendant, et de tomber sur le site des narcotiques anonymes où il y a la liste des réunions, et du coup de savoir à quel moment je peux y aller, et pas forcément tomber sur un flyer à un moment avec la liste des réunions. Donc, je trouve que l'accès à l'information pour savoir que les réunions existent, que l'association existe, et les dates, du coup, c'est aussi important, soit que y ait des flyers partout, soit que du coup, le fait de savoir que l'association existe et que les personnes peuvent regarder sur ce site internet pour voir les dates, ça peut être important aussi. En fait. Ah, c'est déterminant. Je parlais de 1990 tout à l'heure avec le film La Discrète. Les choses ont complètement changé. C'est vrai. Hier, j'étais justement sur le site des Narcotiques Anonymes. Arnaud me parlait des réunions qu'il organise au Havre. Hop, en même temps que j'étais au téléphone, hop, je regarde, hop, au Havre, l'hôpital Flaubert, ou salle Flaubert, voilà. Hôpital Flaubert, toc, je pouvais prendre la voiture et y aller directement. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Avant, comme tu le dis, Lee, il aurait fallu prendre tomber exceptionnellement sur un flyer ou en entendre parler par le bouche à oreille. C'est extraordinaire. Oui, on a tout le temps voulu, donc allez-y. Je voulais dire. Ouais, il y a des nouveaux qui arrivent en réunion. Des fois, leur démarche, ça a été simplement de taper problème de drogue sur Internet et d'atterrir sur le site de Narcotiques Anonymes. Et après, la démarche, elle est simple. Il suffit de prendre l'adresse et de s'y rendre. Et je précise que pour les professionnels de santé, les réunions sont à 95% du temps des réunions ouvertes aux proches, aux professionnels de santé. Et que quand les professionnels de santé font la démarche de venir, c'est... Parce que moi, je peux vous en parler et tout, des réunions, mais le mieux, c'est quand même, quand on est concerné indirectement, c'est d'aller voir, et pour pouvoir plus facilement en parler.
Par contre, les réunions sur Skype, d'ailleurs, sont réservées aux gens qui ont un problème de drogue pour des histoires d'anonymat aussi. Et alors, je vous demande juste de poser vraiment des questions dans le thème, l'entraide. Utilisatrice occasionnelle de forums et certains outils du numérique par rapport à des questions de santé, et notamment mentale. Et ça a pu beaucoup m'aider et ça m'a permis de créer du lien, d'avoir accès à des informations, de me prendre plus en charge, on va dire, personnellement, dans mon parcours de rétablissement. Le fait d'avoir accès à des hotlines ou en tout cas à des personnes qui peuvent répondre immédiatement et à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, d'avoir toujours cette possibilité de parler avec quelqu'un, est-ce que ça ne crée pas une fragilité de plus, une dépendance de plus, une addiction de plus, et aussi l'illusion que forcément il y aura toujours quelqu'un pour nous à n'importe quelle heure, et quelque part se rétablir, c'est aussi accepter de pas qu'on est seul parfois dans une sorte de solitude existentielle, mais que ponctuellement il faut se prendre en charge tout seul. Je pense qu'en fait, la résilience et la volonté ou non de sortir du traumatisme, entre guillemets, enfin, si tant est qu'il y ait que la question de la volonté qui se pose, mais c'est propre à chacun. Donc le numérique ne va pas ni aggraver ni désaggraver la situation. Nous, on l'a vu, on a des gens parmi les membres et les adhérents de l'association qui aujourd'hui effectivement sont très dépendants, mais sont très dépendants pas que de l'association, sont très dépendants de l'État, sont très dépendants de toute aide possible, sont très dépendants du fait qu'ils sont victimes et qu'ils ne sont plus que ça. C'est la grosse difficulté en fait qu'ils rencontrent dans leur vie. Et puis, il y a des gens qui ont effectivement eu besoin à un moment de quelque chose de fort, d'une réponse forte par rapport à un événement grave, mais qui aujourd'hui, petit à petit, ont démarré leur résilience. Alors après, il faut pas... moi, je fais toujours très attention, parce que la résilience, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose qui doit être imposé aux gens. Chacun fait son chemin à sa vitesse. Après, de toute façon, il y a toujours des... Enfin, vous avez toujours des abus, en fait, quelles que soient les choses que vous créez. Je pense que, enfin voilà, on est bien placés tous pour en parler, mais à partir du moment où on crée quelque chose, forcément, il y a des gens qui seront dépendants, mais pas que. Et donc, c'est pour tous les pas que qu'il faut continuer de se battre, je pense. Et c'est pas pour quelques personnes qui, effectivement, vont peut-être devenir accros, mais auraient été accros différemment ou auraient été dépendants différemment par d'autres structures qu'il faut arrêter le combat, à mon avis. Il y a des moments où on est seul et je trouve que en fait justement quand ça va pas, la première chose que je réponds à quelqu'un c'est reste pas seul. Enfin donc soit appelle quelqu'un, soit je sais pas, fais un câlin à ton chat ou va voir ton voisin ou appelle une ligne d'écoute. Enfin, sur votre cadre c'était en fait il peut y avoir des échanges à toute heure. Le cadre du groupe Facebook c'est en fait on n'est pas un substitutif à un appel à un service d'urgence et donc on ne peut pas répondre tout le temps et donc s'il y a vraiment un problème vous appelez les services d'urgence. Et c'est aussi en fait à dire quelles sont les vraies disponibilités et qu'est-ce qui est possible ou pas. Juste déjà d'avoir une personne, soit une personne concernée, soit une personne qu'on ne connaît pas et qui du coup va pas forcément être jugeante par rapport à quelqu'un qu'on a en face et qu'on connaît et qu'on n'a pas l'impression forcément d'emmerder puisque c'est son rôle au moment-là. En tout cas, ça peut vraiment aider aussi à commencer à parler de ce qui va pas et pas seulement à se dire ok, je vais voir un psychologue, qu'est-ce que je vais lui raconter. Du coup, de commencer à comprendre aussi parce que on raconte ce qui va pas. Et donc, en tout cas, ça a été indispensable pour moi cet instantané à un moment. Et je pense que ça peut l'être pendant un temps sans que ça reste tout le temps. Et il y a pas, tout le monde en a pas besoin. Et il y a des personnes qui en ont besoin pendant un certain temps et plus ou moins long. Oui, bonjour, Eric Winkel. Je suis membre de l'AFTOC, l'association française des personnes qui ont des TOC. J'ai donc moi-même des TOC. Et bon, j'arrive à peu près à gérer maintenant, enfin ça va beaucoup mieux, et j'aimerais soutenir d'autres personnes. Et j'aurais une question en fait sur la père aidance. Alors je sais que Lee est père aidant, je l'ai lu, mais je pense que vous l'êtes tous finalement.
Alors, comment on fait pour se former à la paire et danse? Et puis, dans le numérique, comment aussi on se protège? Parce que, bon, il y a des gens, effectivement, comme on disait tout à l'heure, hein, qui sont nuisibles, qui vous veulent du mal. Et comment ça se passe? Comment on fait pour être utile tout en se protégeant? Il y a à peu près, dans mon cerveau, en tout cas, 3 types de paire et danse. Il y a de la paire et danse informelle, donc ça peut être... par exemple au Narcotique Anonyme ou alors sur internet en discutant avec quelqu'un, voilà. Il y a de la paire et danse salariée, où du coup c'est au sein d'une institution ou quelque chose comme ça, et où du coup soit avec une formation ou soit forcément de formation spécifique. Et juste une parenthèse au chapitre de la formation, il y a la formation universitaire, je crois, qui a changé d'université de Paris 13 à Paris 8. Philippe Mougiron peut le confirmer, je crois. Ou l'infirmer. C'est l'inverse, qui est passé de Paris 8 à Paris 13. Hein. Et c'est devenu une licence. Voilà. De médiateur de santé. Voilà, licence de médiateur santé pair. Et donc du coup, il y a un troisième volant qui peut être la paire et danse en indépendant, en gros en libéral, mais je sais pas trop comment l'expliquer. Mais je pense que principalement c'est de la paire et danse informelle et un tout début de paire et danse salarié avec un tout début de paire et danse en libéral. Je sais pas trop comment dire. Donc il y a ça. Après au niveau des formations, en fait il y en a plein et elles sont pas forcément diplômantes, ou en tout cas il peut y avoir... Et elles n'amènent pas forcément à un travail salarié, mais ça peut. Et donc, en gros, il y a une formation du coup de médiateur de santé pair qui a été lancée par le CCOMS, donc le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, et qui du coup a lancé cette formation qui est une licence 3 et qui se passe à Paris 13, et où c'est une formation en cours d'emploi. Donc en étant salarié généralement plutôt dans un hôpital, mais ça peut être aussi dans un lieu médico-social. Donc il y a celle-là. Après il y a l'université des patients, et donc ça c'est médiateur de santé pair. Ensuite il y a les patients experts, mais c'est pas forcément en santé mentale. Donc je donne juste le nom de Catherine Tourette-Turgis, mais je connais pas spécialement, et c'est pas forcément pour être salarié en tout cas. C'est pas le principe de base à ma connaissance. Et il y a la formation de patients ressources qui se passe à Lyon, et où du coup ça peut entraîner un salariat, mais c'est pas la vocation première au départ. Donc je crois que c'est les 3 principales en France, mais oui. Et il y a le COFOR aussi, pardon, excusez-moi. Il y a le centre de formation au rétablissement, je crois, et qui a commencé à Marseille et qui est en train de se créer, ou qui s'est créé à Lille, et il y en aura peut-être un à Paris aussi, qui du coup est, en tout cas à ma connaissance, créé par des personnes concernées. Les formateurs sont concernés par les problématiques psy ou d'addiction aussi en général, et les personnes formées sont des personnes aussi concernées par la question là. Oui, exactement. Il ne faut surtout pas rester seul. Ça, c'est la première des choses. Si vous êtes tout seul, là, vous allez droit dans le mur. La deuxième chose, c'est de prendre son temps pour faire les choses correctement. Je crois que nous, au sein de Life for Paris, si on pouvait refaire un peu les choses différemment, on prendrait le temps. C'est ce qui nous a cruellement manqué. Donc prenez le temps d'établir clairement les règles de l'endroit que vous créez, d'établir un règlement, voilà, d'identifier les personnes ressources, les personnes qui vont travailler avec vous main dans la main, avec qui vous pouvez travailler en confiance, et puis d'utiliser les outils dans lesquels vous allez intuitivement vous retrouver le mieux, le plus facilement, au niveau des réseaux sociaux, au niveau d'Internet, de ce qui peut potentiellement vous paraître le plus accessible. Et puis après, moi je vous dirais de rencontrer les gens avec lesquels vous bossez aussi humainement, physiquement, parce que je crois que c'est important, encore une fois, d'avoir ce lien humain, parce que compter sur des gens que vous n'avez jamais rencontrés en vrai, ça reste délicat. Donc c'est pas mal de pouvoir rencontrer les gens, de mettre un visage, une voix et compagnie, et du coup d'être dans un espèce d'événement un peu de famille, quoi, voilà, où vous vous sentez entre vous, et ça c'est plutôt bien, voilà. Et comment se prémunir
disait monsieur, d'éventuels risques sur le web? Juste un petit complément. Je trouve le plus dangereux et risqué pour soi quand on fait de la pérédance, c'est d'être dans une relation complètement duelle, sans avoir repéré ou avoir connaissance des ressources de l'autre personne et de soi. Et donc de se dire ok, bah en fait telle personne m'annonce que bah en fait ça va pas du tout et qu'elle a envie de se suicider et elle est à l'autre bout de la France. Je fais quoi? Et je connais pas forcément son adresse et voilà. Et du coup au départ d'avoir dit, d'avoir établi un truc de genre qui est-ce que j'appelle si ça va pas et qu'est-ce que je fais, à quel moment je sais pas, je dois m'inquiéter, ou c'est quoi ton adresse, est-ce que tu veux que j'appelle les pompiers ou pas, sorte de plan de crise, mais juste de savoir. Enfin en fait. Même si on se dit mais la personne elle est toute seule, elle est jamais complètement toute seule. Elle a un voisin, elle a un machin, et donc d'être juste en face à face, je trouve que c'est ça qui peut être le plus dur à gérer, en tout cas pour moi. Après, pas forcément, et puis d'établir aussi, de se rendre compte de ses propres limites et de pouvoir les exprimer et de savoir qu'on a aussi le droit de dire non et qu'on dit à la personne peut-être à l'avance parfois je vais te dire non parce que je suis pas dispo, je suis pas en état ou je peux pas répondre à ce type de truc et ce sera peut-être plus tard, mais ne pas forcément être dans une urgence de se dire qu'il faut répondre tout le temps et juste de se dire la personne elle a vécu avant nous et elle vivra après nous, après nous avoir rencontrés, et que si on la sauve pas c'est pas grave, c'est pas que c'est pas grave mais on peut pas. Vous n'êtes pas responsable des autres en fait. Chacun est responsable de soi et à partir du moment où vous êtes dans une démarche bénévole, dans une démarche de pair, vous faites vraiment du mieux que vous pouvez, mais vous n'avez en aucun cas à endosser la responsabilité de la survie des autres en fait, les personnes qui font partie de votre forum. Donc ça c'est le plus difficile. Il y a des jours où ça va être plus difficile que d'autres. Il y a des jours où vous allez avoir l'impression que ce que vous faites ça sert à rien, puis vous allez avoir des belles victoires aussi parfois, où vous allez voir des belles choses se passer. Et c'est tout ça qui s'équilibre en fait. Il n'y a pas de formule magique, il faut juste être dans le don de soi, mais tout en étant quand même sur la réserve, parce que la première personne que vous devez aider quand vous êtes père, c'est vous-même. C'est la seule personne qui va vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours. Et il faut vraiment en prendre soin, parce qu'il n'y a personne qui le fera mieux que vous. Il ne faut pas attendre le résultat instantanément. Quelquefois, on peut transmettre maladroitement le message de rétablissement, quel qu'il soit. Et le truc fait son chemin dans la personne qui le reçoit. Et peut-être qu'il faut un temps de latence avant vraiment que le truc... Voilà, mais transmettre le message sans attendre de résultat. Le résultat, il viendra peut-être. Et en tout cas... oui, et puis vraiment insister sur le fait de plus jamais seul, quoi, parce que c'est vraiment... c'est ensemble qu'on arrive à se sortir des pires traumatismes. Et le truc qui est vraiment très encourageant, c'est que, par mon expérience dans Narcotiques Anonymes notamment, j'ai vu des gens et moi-même qui étaient vraiment... moi, on ne me donnait pas une chance, quoi. J'étais en psychiatrie il y a 23 ans, j'étais condamné, mais... Et puis grâce au fait que justement j'ai pu recevoir ce message d'espoir et surtout voir on parlait de pérédance, effectivement c'est d'autres personnes qui ont eu le même problème que j'avais, voir qu'elles pouvaient se rétablir et faire des choses, et en fait elles me ressemblaient beaucoup. Et c'est ça qui m'a dit, putain, si cette personne est capable de faire ce truc, peut-être que... Et puis le truc a fait son chemin et en fait les liens se sont... En fait quand on est dans une démarche, c'est un peu... comme une théorie des dominos à l'envers, quoi. Il y a des choses comme ça qui, voilà, la bienveillance, l'altruisme, etc. Ça peut faire son chemin. Bonjour, Noël Tulin, j'exerce la fonction de médiateur de santé père aux hôpitaux de plaisir. Bonjour Lee. J'avais une question, on a parlé dans l'introduction, on a entendu que peut-être qu'il fallait éviter de tendre vers une marchandisation de la médecine, notamment à l'ère du numérique. Or, la plupart des plateformes qui ont été citées, c'est des grands groupes, que ce soit Facebook, Google, YouTube, c'est des grands noms comme ça qu'on a entendus. Et ma question, ce serait, est-ce que peut-être faire émerger des outils plus libres, ce serait pas une meilleure solution plutôt que, je dis pas qu'il faut appeler au boycott, mais que ce serait peut-être une piste à développer.
au sein de l'association Life for Paris, on s'est posé cette question très rapidement. Et avec nos petits doigts d'orfèvre, on a fabriqué un magnifique forum digne des années 90. Limite, il y avait le logo de Denver qui s'illuminait quand vous rentriez dessus. Mais en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Facebook, vous avez l'application sur votre mobile, que vous pouvez vous connecter à peu près partout. Un forum, c'est chiant, c'est lourd, c'est pas joli, parce que c'est sur fond noir au lieu d'être sur fond blanc, vous vous êtes planté de couleurs, parce que il n'y a pas l'aspect où vous pouvez aussi sortir du groupe et aller voir un peu ce qui se passe dehors, chez d'autres copains qui ne sont pas dans les mêmes problématiques que celles qui vous animent. Donc, ouais, c'est vraiment effectivement une super bonne idée. Moi, j'en aurais rêvé. Malheureusement, c'est plus compliqué à mettre en place parce que, effectivement, les grosses plateformes proposent aussi le fait que, et je crois qu'en fait, c'est ça, ça résume. Enfin, je viens d'avoir une épiphanie, comme on dit, mais en fait, quand vous fabriquez des groupes de soutien, vous êtes une mini-société dans la société. Et en fait, c'est un peu ça, Facebook. C'est que vous êtes sur des pages privées, des pages qui sont invisibles aux yeux des autres, mais vous restez dans la communauté. Je crois que c'est pour ça, en fait, que les autres sites ne peuvent pas fonctionner. C'est qu'il y a ce besoin d'appartenance au reste du monde, de rester profondément ancré dans ce qui se passe pour tous les autres, pour la grande majorité, tout en étant un peu différent, parce qu'on l'est tous. Je rejoins un peu Caroline. En fait, il y a plusieurs éléments. C'est que souvent, ça vient d'initiatives bénévoles. Donc bénévole implique aussi pas de moyens financiers et que de créer quelque chose qui est autre que par rapport à des gros groupes, ça implique des moyens financiers ou beaucoup de temps en tout cas. De créer un forum, de créer une application, quelque chose d'autre, ça implique de créer complètement quelque chose et d'y passer un temps infini, trop important par rapport aux moyens qu'on a. Et il y a aussi une notion d'accessibilité et par exemple le fait de créer un groupe sur Facebook, il y a quelqu'un qui va souvent faire une recherche par rapport à un mot, qui va tomber dessus et qui va pouvoir y aller facilement puisqu'il a déjà cette application. Je fais pas du tout l'apologie de Facebook, hein. C'est juste qu'en tout cas il y a quelque chose de simple d'accès et c'est facile de trouver, c'est facile à utiliser puisqu'on utilise déjà. Le chatbot de soutien psy que Clara présentera cet après-midi fonctionne avec Messenger. Donc on se pose vraiment la question, et la question nous est posée par rapport à la confidentialité, ça se passe comment? Donc aucun de nous, des créateurs, n'a de formation en programmation ou quoi que ce soit, et la volonté de base était aussi, généralement quand ça va pas, pour certaines personnes en tout cas, c'est de traîner sur Facebook et d'envoyer des trucs sur Messenger où on n'ose pas forcément aller parler à des personnes humaines, donc là c'est un robot, mais il y a aussi le réflexe d'aller sur une application qu'on utilise déjà. Et du coup j'ai l'impression que ça peut aussi être ça qui, sans être parfait du tout, parce que au niveau de la confidentialité et de l'anonymat c'est vraiment pas ça, mais c'est simple à trouver en fait, et c'est simple à utiliser puisque c'est quelque chose que, en tout cas si jamais on a une facilité avec le numérique. Voilà, c'est assez simple en tout cas. Nous, on est l'UNAFAM Paris, on a des groupes entre nous de solidarité sur WhatsApp. On peut en créer autant, et là c'est disponible quasiment comme Facebook pour tout le monde. Et puis après, pour les plus grands groupes, faut se structurer, et vous avez donné les bonnes informations pour se structurer. Donc je crois que tout dépend de la dimension du groupe de solidarité qu'on veut créer. Tout le monde a Skype de par le monde puisque ce sont des réunions internationales, donc c'est un outil le plus connu, le plus familier de tout le monde. Alors on a essayé aussi de créer des chambres, des rooms, des trucs. Alors chacun y allait de son idée, etc. En fait, ça a complètement avorté, entre guillemets. C'est que ça devenait trop compliqué et c'était... c'est juste un moyen, c'est comme le téléphone, comme si on parlait de changer de Bouygues pour un tel. La finalité, c'est gratuit. C'est vrai, utiliser Skype, c'est gratuit. Ça n'engendre pas de frais supplémentaires. C'est un moyen qui est quand même vachement fiable. La seule petite inquiétude, alors
En fait, c'est la collection des données personnelles. Et alors, je ne sais pas, mais il doit y en avoir tellement de données personnelles que, à la limite, ça doit être complètement noyé dans une masse. Enfin, j'en sais rien, mais je sais pas. Je sais pas comment, si un jour. Et puis, qu'est-ce qu'on risque, puisqu'on est quand même dans une démarche de rétablissement. On n'est pas une association de malfaiteurs ou pire. Donc voilà, nous, en tout cas, Skype, ça nous va très très bien pour l'instant. Il y a juste une petite réserve, c'est que le nombre de personnes est quand même limité. Je crois 40 maintenant. Donc ce sont des réunions qui... Voilà. Alors le truc, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs réunions simultanément. Et c'est comme ça qu'on fait, et tout va très bien, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que Messenger n'est pas mieux que Skype? Parce qu'on est déjà tous sur Facebook. En fait, je pense que ça dépend. Enfin, c'est comme beaucoup de... Ça dépend du besoin d'utilisation. Si les personnes ont besoin de se voir physiquement, ou ont besoin d'être très nombreuses, ou ont besoin de ne pas se couper la parole, ou d'avoir fini une discussion, je pense que dans ce cas, peut-être Skype est plus adapté. Et si on est 5, c'est peut-être quelque chose à l'écrit qui est plus... Enfin, je pense que ça dépend du besoin du groupe. Et pas forcément d'un outil qui est mieux que les autres, sachant qu'il peut y avoir plusieurs outils pour un même groupe. Enfin, je sais pas. Oui, en fait, on a commencé avec Skype, donc ça fait 10 ans déjà, donc c'était l'un des premiers groupes vraiment en vidéoconférence, puis qui fonctionne bien. Et donc, en fait, on a construit notre fichier de personnes, de membres avec Skype. Donc, ça serait très, très compliqué. On est très habitués, ça fonctionne bien. Peut-être qu'un jour, ça suffira pas. Il y aura peut-être d'autres moyens de faire. Mais pour l'instant, c'est juste parce que, voilà, on a commencé par Skype. On continue par Skype. Je voulais juste dire par rapport au fait des pirates, comme tu disais, Arnaud, des personnes qui pourraient se greffer. On a quand même un petit formulaire d'inscription avant de venir. Donc la personne doit déjà demander d'être membre, et ensuite il y a une petite discussion qui s'ensuit par la personne qui accepte, donc le membre de Narcotiques Anonymes qui accepte la personne comme nouveau membre. Bon, voilà, c'est pas un questionnaire en règle style, enfin bref. Mais voilà, mais jusque-là, on n'a pas eu de problème d'infiltration ou de personnes qui venaient. Voilà. Et donc c'est un moyen, c'est assez sûr en tout cas. Puis on a un contact direct qui permet que les réunions soient sereines et sécurisées, on va dire. La vidéo est possible sur Messenger? Oui, d'accord. C'est que Skype, du coup, c'est une conversation sur un temps donné. Et que sur Messenger, ça veut dire que tout le monde peut continuer à parler tout le temps, et que peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir des notifications, ou que des fois on peut pas retourner discuter dessus et qu'on perd le fil, alors que là, je sais pas, c'est sur une heure donnée et qu'on sait que c'est de telle heure à telle heure. Et donc ça a un cadre qui est différent en tout cas. Je peux répondre en deux mots par rapport à ENA, c'est que Narcotiques Anonymes, en fait, on n'a pas de subvention, on fonctionne avec les contributions des membres. Et on se débrouille très bien comme ça, et ce depuis longtemps. Et ça évite justement d'être éventuellement dévoyé, racheté, je sais pas quoi. Ça évite plein de problèmes de propriété, de prestige. J'essaie de me rappeler les traditions que j'entends depuis 15 ans, mais... Et ça marche bien comme ça. Et c'est ça qui est fort par rapport à Narcotiques Anonymes. On a repris le programme Alcooliques Anonymes, et c'est le fruit de leur expérience, de leur loupé. Et même s'il n'y avait pas le numérique à l'époque, ça marche quand même. Et ça marche dans énormément de pays. Voilà, donc nous, on n'a pas ce problème-là. On fonctionne, et puis on fait au plus simple, quoi. Peu importe l'outil, on cherche à faire simple, efficace. Il y a des fraternités. J'ai vu, par exemple, j'avais téléchargé l'application ENA en Irlande, où ils mettent... il y a plein d'outils différents. Il y a des fraternités qui vont utiliser ça. Ailleurs, ils vont utiliser autre chose. Même d'un groupe à l'autre sur Paris, on peut utiliser WhatsApp, et puis le groupe d'à côté, dans la rue d'à côté, il utilise autre chose pour faciliter l'organisation et tout ça. On est libre, quoi. Enfin, on est libre dans le cadre des traditions, pour éviter de se perdre sur d'autres sujets, quoi.
Et pour compléter, en ayant interrogé du regard tous les spécialistes présents dans la salle, il n'y a pas de financement spécifique du rétablissement ou des médiateurs santé-père à l'heure actuelle. Est-ce que vous travaillez au quotidien avec les soignants ? Oui. Est-ce qu'il y a des choses en partenariat qui sont faites avec eux ? Alors, moi, j'ai démissionné de la formation de médiateur de santé-père, donc j'ai travaillé 10 mois. Après, sur d'autres plans, par exemple, le groupe de soutien Facebook que j'avais mis en place, je le fais en lien avec un psychiatre parce qu'il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Enfin, quelqu'un dit « Ah, j'ai tel effet, machin, est-ce que c'est un effet secondaire ?» Je le tag dessus et puis il répond ou il répond pas, ou je mets un lien. Donc là, je suis en lien avec un soignant. Par rapport au blog, il va y avoir des personnes qui font des présentations ou des soignants qui vont dire est-ce que je peux choper tel truc du blog, ou qui vont me poser des questions, ou qui vont envoyer des mails. Je sais pas si c'est spécialement en lien avec un soignant, ou il y a des gens qui vont dire en fait comment on fait pour faire ça, et tiens, t'as fait comment pour aller mieux. Donc il y a peut-être des liens au niveau là. Et au niveau des applications, après c'est par rapport à Oli sur Messenger, mais du coup je le fais en lien avec une psychologue et avec un psychiatre, et où on a des retours d'utilisateurs, puisque Clara a fait une étude en demandant à des personnes est-ce que ça les aidait ou pas, et il y a plusieurs personnes qui ont dit ok, en fait j'arrive mieux à aller à l'extérieur, ou finalement j'ai commencé, ou j'ai repris un suivi psychologique, ou des choses comme ça. Et donc en fait moi j'ai pas l'impression que ça sépare, j'ai l'impression que c'est complémentaire, ou que l'un, on va vers l'un, ensuite vers l'autre, mais je vois pas il n'y a pas un fossé, en mon sens, entre les deux, et l'un bloque pas l'autre, et l'un peut aider l'autre. Après, dans les limites personnelles, moi je peux pas non plus répondre à 100 mails par jour, et donc du coup juste prioriser, et se dire ok, sur quoi je me concentre au moment là, mais comme tout humain en fait, dans n'importe quel contexte. Comment on peut faire pour savoir si un site qu'on va consulter, il est disons, bon ou pas bon. Voilà. Nous, au moment de Life for Paris, de la création de l'association, on a lutté notamment contre une association qui s'est montée, qui récoltait des fonds publics en fait pour soi-disant ériger une statue qui faisait en fait du détournement de fonds publics, en gros. Donc on a demandé en fait à l'État de se positionner. Ça a été très long, l'État et la mairie de Paris. Je pense qu'en fait il faudrait effectivement créer une labellisation, peut-être avec le ministère de la Santé, une labellisation qui permette en fait d'avoir une espèce de certification entre guillemets du fait que les informations qu'on va trouver, ou les personnes qui sont derrière les forums et compagnie sont compétentes dans leur domaine. Après, le problème, c'est que du coup, ça ferme le champ aussi au contradictoire. Donc, c'est toujours l'ambiguïté, en fait, l'ambivalence d'Internet. Je pense qu'il y a aussi un problème de formation des usagers, et je pense que peut-être qu'un début de réponse serait peut-être là, faire une meilleure formation à l'outil Internet dès l'enfance, de savoir comment aller confronter en fait ce qu'on peut trouver comme information, aller la confronter à une autre information pour se faire son propre avis, un peu comme on le fait avec la presse par exemple. Donc ça peut être un début d'élément de réponse, mais je pense qu'on est déjà en retard effectivement, donc il faut qu'on rattrape assez vite le train là qui est déjà parti sans nous. Il y a des sites où, sans que ce soit forcément complètement parfait, mais qui sont relativement fiables, en tout cas à mon sens, sur la santé mentale. Il va y avoir le Psycom qui donne une information relativement complète et fiable. Il va y avoir aussi, je sais pas, le site de Cathy Maillot qui est Solidarité Usager Psy. Vous allez avoir des informations sur la paire aidance aussi. Voilà. Et donc, à partir des blogs là, vous allez trouver plein de blogs avec des liens dessus, et qui, a priori, relaient des choses qui sont plutôt valables. Enfin, voilà. Et donc, vous pouvez aller déjà sur le Psycom et sur le Solidarité Usager Psy, vous allez trouver des choses, a priori, plutôt fiables. Enfin, dans la mesure du possible, tout n'est jamais complètement fiable. Mais voilà. Pascal Cacot, levez-vous s'il vous plaît, qu'on vous voit. C'est surtout. Ne soyez pas modeste. Merci. Yves, merci.
C'est surtout vous remercier parce que vous nous avez montré comment vous arrivez à intervenir, à vous mettre en relation, à apporter les choses et à apporter les choses à d'autres qui ont vécu des expériences assez proches et à d'autres pour d'autres, pour parler à d'autres. Je suis très admiratif de comment vous construisez une communauté, mais une communauté qui n'enferme pas parce qu'elle permet d'aller ailleurs. Elle permet d'ouvrir, vous l'avez dit, vous avez compris pourquoi Facebook était intéressant. Et l'appartenance à une communauté et aussi à d'autres. On n'est pas que victime, on n'est pas que usager de la santé mentale, on n'est pas que addict aux produits, etc. Et ça, c'est absolument fondamental. Et la question de la civilité, moi j'ai beaucoup apprécié dans le petit film de l'interview de Roussin où il dit il y a un manque de civilité avec Internet. Enfin, on a compris qu'il n'aime pas remplir des formulaires. Et aller chercher la civilisation de l'autre, aller chercher l'autre dans sa langue, et que vous en soyez vous-même, Lee, vous l'avez raconté tout à l'heure, à apprendre à des personnes comment parler à des psychiatres pour que les psychiatres les comprennent. Vraiment, merci beaucoup.